Bonjour à tous, c'est Khaled Mathématiques pour le corrigé du brevet 2021, donc brevet mathématique. Alors, avant de commencer la correction, il est très important de lire toutes les pages et surtout les encadrer. On sait qu'on a 2 heures, on le sait, mais il faut le rappeler, et surtout qu'on a 8 pages sur 8. Ça, c'est la première, on en a 7 autres, d'accord? L'encadré aussi, ici, il est très important. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf indication contraire. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, si on ne me le dit pas, je dois justifier. On ne fait pas de magie. On doit répondre en expliquant le pourquoi du comment. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, ne pas négliger le fait de laisser tout de même une trace de la recherche. Lorsqu'on va faire une recherche sur notre brouillon, le mieux c'est de reporter cette recherche parce que on peut avoir quelques points en plus et c'est très important. C'est très important. Ne surtout pas le négliger. Première question, 20 points, question exercice statistique. Cette feuille, donc on a une feuille de calcul qui représente les températures moyennes mensuelles, à Tours en 2019. Donc, feuille de calcul, il faut avant tout comprendre cette feuille. On a une première ligne, il y a marqué mois. Donc ici, je comprends que J, c'est pour janvier, février, M pour mars, ainsi de suite, jusqu'à décembre. C'est pour l'année 2019, on rappelle. Et surtout, c'est les moyennes mensuelles. Donc ça, c'est la moyenne pour janvier. Et c'est quoi ce 4,4? C'est la température en degrés Celsius. D'accord? Très bien. Première question, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019? Eh bien, la phrase réponse se trouve en général dans la question. D'après le tableau ci-dessus, la température moyenne à Tours en novembre 2019 est de. Et de quoi? Eh bien, elle est juste là, 8,2. C'est la ligne, plutôt la colonne L. Novembre, pour novembre, c'est l'avant-dernier mois, l'avant-dernier mois de l'année. Et du coup, 8,2 degrés Celsius, point, tout simplement. D'accord? On lit, d'après le tableau ci-dessus. La réponse, elle est simple. 2. Déterminer l'étendue de cette série. Qui dit étendue statistique, on a besoin de maximum, de minimum. Idem pour cette question. D'après le tableau ci-dessus, c'est notre justification. On va justifier la lecture du tableau et on va donner la réponse. D'après le tableau ci-dessus, l'étendue de cette série est de quoi? Eh bien, est de maxi qui se trouve juste ici, 22,6, moins le mini. C'est une formule, bien sûr, tout le monde doit connaître cette formule. Moins 4,4, eh bien, ça fait 18,2 points. Degrés Celsius, bien sûr. Degrés Celsius. On ne parle pas de mètres, ni grammes, ni cacahuètes. 3. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2? En cellule N2, colonne N, ligne 2, je me trouve ici. Voilà la cellule N2. Alors, elle correspond à quoi? Elle correspond à la moyenne sur l'année. Et là, il nous le dit pour calculer la température moyenne annuelle. Qui dit moyenne, comment on fait pour calculer la moyenne de la note? On additionne toutes les notes et on divise par le nombre de notes que j'ai eues. L'ensemble de l'effectif. Et du coup, eh ben, ils sont là mes notes. Je vais les additionner une par une. On parle des températures moyennes à l'année. Je vais tous les additionner. Il y en a combien? Forcément 12 mois. Donc, il y a 12 effectifs. On a 12 notes. Je parle de notes. C'est la température moyenne.
Donc, on en a 12. Alors, ceux qui veulent être sûrs de la formule, vous avez juste à faire à saisir une longue formule qui est le 4,4 se trouve où? Se trouve colonne B, ligne 2. Le 7,8 se trouve colonne C, ligne 2. Ainsi de suite, jusqu'à D2. Et bien sûr, slash pour diviser, hein, slash pour diviser, et on divise par, on a dit, l'ensemble de ces températures, il y en a 12, d'accord? Sinon, si on maîtrise mieux, eh ben, ça sera égal ici, ça sera toujours slash 12, et ici, ça sera somme de quoi? Eh bien, parenthèse de B2 jusqu'à, donc 2 points, et non point virgule, B2 jusqu'à M2. M2. Voilà, du coup, pour la formule A. Non, bien sûr, pour le mode R, on a moyenne, parenthèse, de B2 jusqu'à 2 points, M2, et ben, il va faire tout seul le calcul. Hein, on n'a plus à diviser par 12. Voilà les trois possibilités pour la question. 4. Vérifier que la température moyenne annuelle est de 13,1. Bien sûr, ici, on va exécuter ce qu'on a dit ici, puisque nous, on n'a pas de tableau Excel devant nous pour utiliser la somme. Donc, on va additionner ce qu'il y a à B2, donc 4,4, plus 7,8, plus jusqu'à 7,8, parenthèse, bien sûr, je fais la somme de tout ça et je divise par 12 et on va trouver exactement 13,1 degrés Celsius. Ensuite, 5. La température moyenne annuelle à Tours en 2009. Eh bien, cette moyenne, elle était de 11,9. 11,9 en 2009. Or, en 2019, on vient tout juste de trouver que c'était... On vient tout juste de voir que c'était 13,1. Question, on cherche le pourcentage d'augmentation. Pourcentage d'augmentation. Entre qui et qui? 2009, 2019. Donc déjà, je m'arrête 2 secondes pour ici rappeler, si par malheur, on n'arrive pas à résoudre la question 4, donc on n'arrive pas à vérifier que la température moyenne est de 13,1, on n'a pas trouvé la solution malheureusement. D'accord? Eh bien, pour la question 5, on a le droit de l'utiliser, cette information. On l'a ici. Ce qu'on va faire, c'est que même si on n'a pas su répondre, on va dire, ben, on sait que d'après la question 4, la température moyenne en 2019 à Tours est de 13,1. Donc, on va l'utiliser même si on ne l'a pas nous trouvé. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ne perdez pas de questions. Vous n'êtes pas arrivé à faire la 4, vous pouvez quand même faire la 5. Il ne faut pas s'arrêter. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important de lire toutes les questions. Hein? Peut-être une ne dépend pas de l'autre non plus. D'accord. On cherche une augmentation entre 2009 et 2019. D'accord? Donc, le pourcentage, il a augmenté de combien? Hein? Par exemple, ici, j'avais 100. D'accord? En 2019, 200. Je vois que j'ai doublé. Donc, ici, l'augmentation, elle est de 100%. Hein? J'ai ajouté 100 à ce 100 d'origine pour arriver à 200. Donc, j'ai augmenté de 200, pardon, donc 100%. Et comment on fait du coup grâce à ce cas particulier? Ben, au fait, on va faire la différence entre 2019 et 2009
pour voir l'augmentation, d'accord, c'est ce qu'on cherche, le pourcentage d'augmentation. Donc, on va faire année 2019 moins l'année 2009. Autrement dit, ici, on a 13,1 moins 11,9 et on va trouver 1,2. D'accord? On va trouver 1,2. Donc, 2009, on a ajouté à 2009 1,2 degrés, on est arrivé à 2019. Et on va diviser par quoi? Par quoi? Est-ce qu'on divise par 2009 ou 2019? Ici, on veut comparer l'augmentation de 2009 vers 2019. Donc, notre proportion d'origine, là, celle qu'on veut comparer, c'est 2019. Donc, on divisera par 2019. D'accord? 2009, pardon. On divisera par 2009 et non 2019. Donc, ici, je vais diviser par 2009 qui est 11,9. Et je regarde, on va trouver 0,1008, je crois, de mémoire. Vérification. Donc, 1,2 divisé par 11,9. Et voilà, environ, on nous demande d'arrondir à l'unité. D'accord? Donc, le pourcentage, on va l'arrondir à l'unité. Ça, c'est 10,08% environ. Hein, n'oubliez pas, le pourcent, c'est 10,08 divisé par 100. D'accord? Si j'arrondis à l'unité, eh ben, c'est 10% arrondi à l'unité. Hein, égal, bien sûr, maintenant, puisqu'on l'a arrondi. D'accord? Donc, la réponse, c'est 10%. OK? Donc, très important, lorsqu'on cherche pourcentage d'augmentation, pourcentage de baisse, ça sera toujours un rapport. Au numérateur, ça sera toujours la différence entre les deux, divisé par la proportion qu'on doit comparer, hein, celle d'origine. Hein. Ici, l'origine, c'est 2009 et on veut savoir, hein, de combien il a augmenté. On ne veut pas savoir 2019 de combien il a baissé. Si c'était 2019 de combien il a baissé, là, on aurait fait la différence au numérateur, pareil, le 1,2, d'accord? Et on divisera par contre par 2019 pour savoir de combien il a baissé 2019. D'accord? Très bien. Voilà pour cet premier exercice. Deuxième exercice. Alors, le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. De combien? Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs? Alors, déjà, en 2019, on nous dit qu'on a enregistré juste là. On a enregistré déjà 1,9 million. Alors, et je veux savoir, eh ben, il me manque combien pour arriver à 2 millions? Ben, tout simplement, je fais la différence. 2 millions, puisque c'est la même unité de mesure, 2 millions moins 1,9 million, tout simplement avec notre calculette, hein, pour ne pas s'embêter, eh ben, ça sera 1,1 quoi? Million. L'unité, c'est le million. Donc 0,1 million, ou autrement dit 100 millions de visiteurs. Hein. Ici, il n'y a pas de consigne au niveau réponse. On ne nous demande pas de donner en centaines de milliers ou en millions ou autre. Donc, on peut donner 0,1 million tout simplement. 2. L'affirmation, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Et on doit justifier. C'est quoi cette affirmation? Il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019. On veut savoir combien il y a eu en moyenne, bien sûr, en 2019. Nous, on sait que quoi? On sait que pendant toute l'année 2019, on a enregistré 1,9. Et on veut savoir combien par jour? Ben, en 2019, il y a eu 365 jours. Ben, on va diviser 1,9 million par 365. Ou 1, voilà, 1 900 000, 365
65. On fait le calcul, d'accord? Le calcul, tout simplement. Et on va trouver 5205,5 environ. Donc, on a eu effectivement environ 5200 visiteurs par jour. Hein? Vous savez, à plus ou moins 5, c'est pas important. Il nous dit ici environ, donc la réponse, elle est vraie. Pour 5 visiteurs, de plus, de moins, c'est pas grave, c'est 5000. Donc 5200, oui, c'est vrai. D'accord? Ici, bien sûr, on aurait pu aussi multiplier 5200 par 365 jours. Si on a eu environ entre 5200 visiteurs par jour, alors à l'année, je vais voir combien ça fait et on va trouver environ, puisque c'est une valeur approximative, d'accord? Et on va trouver environ, puisque c'est toujours environ, 1 898 000, hein, c'est environ 1,9 million, donc c'est bon. On est d'accord? 3. Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupe. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Déjà ici, je dois avoir déjà un signal qui s'allume dans ma tête, qui parle. Hein, on a 2 catégories de choses, personnes, couleurs, ainsi de suite, formes, et on veut les répartir dans des groupes les mêmes, identiques. Eh ben, ça me rappelle le PGCD ou le PPCM. Hein, voilà, ou l'un ou l'autre, on va voir ce que c'est. Hein, mais ici, comme on veut les diviser, ces garçons et ces filles, on veut les diviser, on veut les mettre dans des groupes, dans des rangs, dans des paniers, ce que vous voulez, eh bien, c'est une division. Donc, c'est le PGCD, le plus grand commun diviseur. Alors, ici, on nous amène par la main vers la porte. On nous demande de décomposer. Si vous avez oublié la méthode, ben, on vous la donne. Avant tout, il faut décomposer les 2 nombres. Hein. Ici, on a 2 catégories, garçons, filles. Ça peut être, on a dit, forme, ça peut être couleur, ça peut être autre chose. D'accord? Décomposer, on produit de facteur premier les nombres 126 et 90. Ici, bien sûr, on utilise normalement la calculette là aussi. Hein. On va le faire plus rapidement. Par exemple, pour le 90, c'est vite fait. Hein. C'est 9 fois 10. C'est égal à 3 puissance 2 pour 9, parce que 9, ce n'est pas un nombre premier. 3, oui. D'accord? Fois 10, c'est quoi? 2 fois 5. Ben, en réalité, voilà la décomposition pour 90. Pour 126, alors là aussi, on voit qu'il est divisible par 9. On peut diviser par 9, mais on voit aussi qu'il est divisible par 2. Il est pair, il est divisé par 2, d'accord? Donc, 2 fois quoi? 2 fois, alors, 63. 63. Et 63, c'est un nombre particulier qui doit me rappeler, hein, quoi? 6 fois, pardon, 7 plutôt, 7 fois 9. 9 fois 7. 7, c'est un nombre premier, 2 aussi, et bien le 9, je vais le transformer en 3 carrés. Donc, ici, on a ça pour 126, 2 fois 3 carrés fois 7, et pour 90, 2 fois 3 carrés fois 5. D'accord? Très bien. Trouvez tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Et bien ici, hein, on va chercher tous les entiers qui divisent les deux. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, puisqu'on a décomposé, on va voir le nombre qui divise les deux. Le nombre qui divise les deux. Le nombre qui divise les deux, il est juste là. Regardez. Ce 2 fois 3 puissance 2. Donc,
2 fois 3 puissance 2, c'est au fait le plus grand diviseur. Et autrement dit, ici, c'est 2 fois 9, 18. D'accord? Donc, on cherche tous les entiers qui divisent. Ben, en trouvant les diviseurs de ce 18, ben, on trouve les diviseurs communs de 126 et 90. D'accord? On trouve en premier le plus grand diviseur des deux. Ben, il est juste devant nous grâce à la décomposition. Et ensuite, les diviseurs de ce plus grand diviseur, ça sera les diviseurs communs. Et ben, les diviseurs du 18, c'est très simple. Et on va trouver déjà le 1 en premier et le 18 à la fin. D'accord? Le 1, il sera toujours un diviseur. Et le lui-même, donc le 18 divisera 18. D'accord? Donc 18 divise bien les deux. Ensuite, on a, grâce à la décomposition, le 2 et le 3. Regardez, le 2 ici et le 3 là. D'accord? Mais le 2 fois 3 puissance 2, c'est quoi en fait? C'est un 2 fois un 3 fois un 3. D'accord? Donc on a le 6. C'est un diviseur de 18, rappelez-vous. Et pour finir, le 9, le 3 fois 3. Voilà les 6 diviseurs. Voilà la réponse attendue. Tous les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. D'accord? On en a 6. Bien sûr, ici, on peut, grâce à cette décomposition-là, savoir le nombre de diviseurs. On sait que c'est 6. C, une fois qu'on a trouvé les diviseurs communs, hein, 1 divise à la fois 126, 90. 2 aussi, 3 aussi, 6 aussi, 9 aussi, 18 aussi. En déduire, dès qu'on vous dit en déduire, c'est une conclusion. En déduire, donc grâce à ce qu'on vient de faire, on va juste conclure le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. D'accord? Eh bien, la réponse, on l'a dit tout à l'heure, hein, 126 garçons, 90. Le plus grand nombre qui divise les deux en même temps, c'est le 18. La réponse est 18. Hein? Première question. Deuxième question, combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe? D'accord? Alors là aussi, on sait que au maximum, eh ben, on va avoir 18. D'accord? On va avoir 18. Donc du coup, on va diviser. On a 18 groupes. Si 18 groupes. Ou si vous voulez, 18 paniers. Hein? 18 paniers dans lesquels on va mettre quoi? Ben, des garçons et des filles. 18 groupes. OK? Et 18, on a dit, divise les deux. Eh bien là, je vais mettre à chaque fois, puisqu'il y a 18 paniers, je vais 126 divisé par 18 partout, 18 fois, ça donnera bien 126, et 90 divisé par 18. Donc 126 divisé par 18, eh bien, il y aura 7 à chaque fois. Regardez la décomposition de 126. Si je divise par 18, donc j'élimine le 2, hein, j'élimine ce 18-là, hein, puisque 126, c'est 7 fois 18. Donc, il y a 7 garçons. Il y a 7 garçons. Et pour les filles, pareil, si j'enlève le 18, hein, qui divise 90, j'ai 5 fois 18 donne 90. Et bien, j'aurai 5 filles. D'accord? 5 filles. J'aurai des paniers où il y aura, hein, ou des groupes, si vous voulez, hein, où il y aura chaque groupe, on a 18 groupes. Dans chaque groupe, j'ai 7 garçons, 5 filles. Voilà la réponse. Parce que c'est le nombre de groupes qui divise le nombre d'élèves. 4. 2 élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. D'accord? Ils souhaitent calculer la hauteur de la... Alors, j'ai retour du futuroscope. Voilà ce qu'ils veulent.
ils veulent calculer la hauteur de la gyrotour du futuroscope. Marie se place comme indiqué sur la figure. Hop. Voilà Marie, elle se place ici. Elle est à 54,25 mètres de la tour. Elle a une hauteur de 101,6. Déjà, le modèle me donne ce qu'il y a dans l'énoncé de l'exercice. On va le voir. De telle sorte que son nombre coïncide avec celle de la tour. Donc, voilà son nombre. Donc, si ça, c'est le soleil, il tape ici. L'ombre AD, c'est l'ombre de notre amie Marie. Et AC, c'est l'ombre de la tour. Voilà l'ombre de la tour et voilà l'ombre. Les deux ombres coïncident sur le même point. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Vous avez déjà fait plein d'exercices qui ressemblent à celui-là. Plein. Donc, la méthode de travail sera toujours la même. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue les schémas. Donc, on va faire notre modélisation de cette situation. On nous donne A, E, B aligné, A, D, C aligné. On le dit. Très bien, on n'a pas à la prouver. On veut calculer B, C. On veut calculer BC. Ici, bien sûr, automatiquement, pour ceux qui se rappellent de ce genre d'exercice, on pense automatiquement à Thalès. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me rappelle la situation. On nous parle de deux ensembles de points alignés. Je dois automatiquement penser à Thalès. A, E, B aligné, A, D, C aligné, ED perpendiculaire à AC, d'après la figure. Attention, on voit le codage de la figure. BC perpendiculaire, alors BC parallèle à ED. Je répète, d'après la figure, d'après le codage de la figure, ED perpendiculaire à AC. BC perpendiculaire à AC. Alors, ED parallèle à BC. Deux droites perpendiculaires à une même troisième, ils sont parallèles entre eux. Très bien. D'après le théorème de Thalès, ça y est, j'ai la condition d'application, les conditions d'application, 3 points alignés, 3 points alignés, deux droites parallèles. D'après le théorème de Thalès, ici, on va toujours se rappeler qu'on se situe dans deux triangles. Ne pas l'oublier, un petit, un grand. C'est comme pour la configuration papillon. Donc, le AE, EB, ça ne m'intéresse pas, mais je peux le mettre. AE divisé par AB est égal. Une fois qu'on a dit 3 points alignés, deux droites parallèles, d'après le théorème de Thalès, parce que cette formule ne peut pas sortir de nulle part. Attention à la rédaction, on doit justifier nos formules. Et du coup, AE divisé par AB, et ensuite, tout ce que, si je choisis AE ici, d'accord, si j'ai choisi AE ici, je dois avoir ici les deux autres côtés du triangle dans lequel il y a A et E. Donc ici, il y a AD, et puis il y a DE. Très simple. Vous voyez, ces trois côtés-là appartiennent au même triangle, forment le même triangle, doivent former. On doit voir les trois côtés du triangle. AE divisé par AB. Les trois points alignés d'ailleurs. Regardez, AEB, trois points alignés. ABC, donc ici, AC. Vous voyez? D'accord? Et attention, ce n'est pas DC. DC, ce n'est pas un côté du triangle. D'accord? EB non plus. Attention au piège. Et pour finir, DE, divisé par la droite à laquelle elle est parallèle, BC. Ça y est, maintenant, on a dit ça, on peut ne pas le donner, on peut donner que les deux, on donne ce qu'on a besoin. D'accord? On a juste à remplacer, on connaît AD, 2. On connaît AAC,
C2 plus 54. Hein, AC, C2 plus 54,25. Et pour finir, on ne connaît pas BC, et bien ici, DE. DE, on connaît, c'est 1,6. Vous voyez ici, on aurait pu inverser puisqu'on cherche BC. On peut avoir ici AB divisé par AE est égal à AC divisé par AD est égal à BC divisé par DE. Hein, comme ça évite d'avoir un calcul un peu plus complexe. Mais on est censé savoir utiliser les fractions, le produit en croix. Donc, on a juste à remonter BC ici et se débarrasser de ce qu'il y a là pour le mettre à côté de 1,6. Et le 2, ici, va prendre la place de BC. Autrement dit, on va trouver que BC, c'est égal à quoi en réalité? C'est égal à, on a dit, 1,6 multiplié par 2 plus 54, ça fait 56,25. Le tout divisé par 2. Et du coup, je prends ma calculette. 1,6 fois 56,25, ça fait 90 divisé par 2, 45. BC est égal à 45. 45 quoi? Mètres. Pourquoi? Parce que l'unité ici, c'est le mètre. Voilà pour cet exercice. Exercice 3. Alors, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. C'est très bien. Allez, pour chaque question, 3 réponses A, B et C, sans proposer une seule réponse exacte. Là aussi, c'est sympa, donc on ne peut pas avoir 2, on ne peut pas avoir les 3. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse. Autrement dit, hein, question 1, A, question 2, B, ainsi de suite, par exemple. On va le voir ensemble. Partie A. Une urne contient 7 jetons verts. On va le noter ici. 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jaunes. Voilà mon urne, mon sac, hein, ma poche. Hein, 7 bonbons verts, 4 bonbons rouges, 3 bonbons bleus, voilà, et 2 jaunes. Dans ma poche, j'ai ça. Ils sont tous indiscernables au toucher, donc autant de chances de tirer l'un ou l'autre. On pioche un jeton au hasard dans cette urne. Hop, on met notre main dans ce sac et on sort un jeton. On met notre main dans la poche et on va sortir un bonbon et on regarde. Alors, question 1. À quel événement correspond une probabilité de 7 divisé par 16? Déjà, dans ma poche, dans l'urne, j'ai 7, 3, 10, plus 4, 2 et 16. Donc, j'ai 16 bonbons dans ma poche. J'ai 16 jetons dans cette urne. 7 divisé par 16, eh ben, on sait très bien que lorsqu'on fait un tirage au hasard dans une urne où les jetons sont tous indiscernables au toucher, la probabilité d'un événement, ça sera toujours un rapport SU favorable à ce que je suis en train de chercher et divisé par SU total. Donc le 16, on l'a, d'accord, toutes les issues ici. Et ici, le 7, ça peut être ça. Ça peut être ou l'un, ou lui, d'accord, ou rouge ou bleu. Et ici, on va voir, obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune. Hein, rouge ou jaune, c'est non, c'est 6, ça ne m'intéresse pas. Obtenir un jeton qui n'est pas vert, non plus. Hein, c'est 7, 9. Obtenir un jeton vert, voilà la réponse. 7, parce que 7 correspond à vert. 2. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? De ne pas tirer un jeton bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le reste. Lui, plus lui, plus lui. D'accord? Et bien, ça fait 13. 7 plus 4 plus 2, ça fait 13. D'accord? Sinon, on fait l'événement contraire.
on sait que c'est 1 moins, donc l'événement certain, moins la probabilité du bleu. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Donc, c'est le 1 moins le bleu. 1 moins, c'est quoi la probabilité de tirer bleu? Au numérateur, c'est l'ensemble des bleus, c'est 3. Au dénominateur, c'est l'ensemble des jetons, c'est 16. 1 moins 3 16e, ça fait 16 sur 16, moins 3 16e, ça fait bien le 13 sur 16. Partie B. On considère la figure suivante, composée de 20 motifs numérotés de 1 à 20, dans laquelle AOB, alors AOB, il est là, l'angle, il vaut 36 degrés. Cet angle qui est là, il vaut 36 degrés. OK. Le motif 11 est l'image du motif 1 par une homoticité de centre O et de rapport 2. Donc, ça s'agrandit ici. Donc, le motif 11, il est là, c'est un agrandissement double, 2 fois, du 1. D'accord? OK. Question. On a la figure ici. Hop. Et question. Allez, la figure où vraiment ne pas à chaque fois monter, descendre. Troisième question. Quelle est l'image du motif 20? Motif 20 qui est là. Par quoi? Par la symétrie d'axe, la droite D. La droite D. D'accord? Et bien ici, on va juste aller chercher l'image de ce point et l'image de ce point. Et donc ici, si je fais ça, ça ne peut être que le 17. Ça ne peut pas être autre chose. D'accord? Ça ne peut pas être autre chose. Et si vous voyez, par pliage, eh ben, je vais avoir le 17 superposé sur le 20. Donc 17. Réponse est le 17. Le 15, c'est pas possible. D'accord? Ça, c'est une symétrie, c'est même pas une symétrie centrale, pardon. Et quoique si, c'est une symétrie centrale. Et le 12, non. Pareil, l'axe, il doit être ici. C'est cet axe-là, peut-être. Voilà. Donc, non. Très bien. 4. Par quelle rotation le motif 3, qui est là, par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Là aussi, donc, on doit passer, on va prendre le sommet A et le sommet B, donc le futur A, on va les mettre en rouge, le futur A, il est ici, et le futur B, il est là, ou l'image, si vous voulez, qu'on appellera A'B'. D'accord? Donc, c'est OA qui passe à OA'. Voilà comment ça fait. D'accord? Vous voyez? Très bien. Donc, OA, OA', OB, le bout à ce bout. Voilà comment il va se positionner. Là, ici, c'est très simple, là aussi. On sait que là, il y a 36 degrés. D'accord? Donc là aussi, on va appeler ça, c'est 36 degrés aussi. Si on fait le calcul, 36 ici, 36 là, 36 là, on va trouver l'angle plat. 36 fois on a 5, et ben on va trouver 180, donc à chaque fois il y a 36 degrés. Donc c'est la rotation, Se concentrer sur le point, on a dit. C'est le point qui est là. A'. Voilà, voilà. Voilà le sens. De le sens horaire, dans le sens horaire de 36 plus 36, soit 72. D'accord? Rotation
de centre haut et d'angle 72. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Hein, parce que celle-là, c'est le centre, le 2, de 1 au 2. D'accord? On a même le sens. Bref, c'est sympa. L'air du motif 11. Attendez, pardon. L'air du motif 11 est-elle égale à au double de 1, 4 fois le 1 à la moitié de l'air 1. Alors là, rappelez-vous, on sait que le 11, on sait, hein, puisque c'est une information qu'on nous a donnée plus haut, on sait que le motif 11, eh ben, c'est l'image du motif 1 par une homothétie de centre haut et de rapport 2. Mais c'est qui a doublé? C'est les longueurs qui ont doublé. Et si les longueurs doublent, l'air, il va être le double au carré. D'accord? Hein? C'est 2 carrés. C'est le rapport d'augmentation au carré pour les airs, au cube pour les volumes. D'accord? Exemple, vous avez ici un côté de 1 et son double, 2. D'accord? Voilà la transformation, si vous voulez, ou l'image, hein, de la droite delta. Donc D, si c'est l'image de delta, hein, par une homothétie de centre un point et de rapport 2. Et bien, si on construit ici un carré, l'air ici, c'est 1. Et si on construit ici un carré, et l'air, il va être 4. Hein. Le côté, il a doublé. Le côté, il a doublé. Mais l'air, il a quadruplé. Donc ici, c'est 4 fois. Exercice 4. Programmation, Scratch. Hein. Allez. Voici le programme de calcul. Choisir un nombre, prendre le carré du nombre de départ, ajouter le triple du nombre de départ, soustraire 10 au résultat. Ici, c'est comme si vous donnez des instructions à une calculette. Vous allez juste suivre le raisonnement étape par étape. Vérifier. Et ça, c'est un typique comme exercice. À chaque fois, on va nous donner le nombre de départ, le nombre d'arrivée pour vérifier si notre raisonnement il est bon et on va bien retrouver le résultat. Et par la suite, on va nous donner ou le nombre de départ ou le nombre d'arrivée et on va trouver l'un ou l'autre. Si on nous donne le nombre de départ, ben, trouvez le nombre d'arrivée. Si on nous donne le nombre d'arrivée, trouvez le nombre de départ. Ici, vérifier si le nombre choisi. Choisir un nombre. 4. Prendre le carré du nombre de départ. 16. Ajouter le triple du nombre de départ. Je l'ajoute à qui? À ce 16. Je lui ajoute quoi? Je lui ajoute le triple. Donc 3 fois 4. Autrement dit 12. Donc ici, on les laisse. 12. Donc ça fait 16 plus 12, 28. Soustraire 10 à qui? Au résultat, à 28. Hein? Je lui soustrais 10 et on trouve 18. Vérifier. Eh bien, c'est bien vérifié. Appliquer ce programme de calcul au nombre moins 3. On va faire la même chose. Ici, regardez. Prendre le carré. Donc, c'est le 4 fois, 4 carrés. 4 au carré. On va faire strictement la même chose. Le 4, il devient moins 3. Le 4 carré devient moins 3 au carré, autrement dit 9. Le 16 ici, ben c'est le 9. Plus quoi? Plus 3 fois qui? Ben le 3. Et le moins 3, pardon. Le nombre de départ. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez voir. D'accord? Ici, et ça ne change pas, ça ne bouge pas. Voilà le nombre, voilà le moins 3. D'accord? Donc, le 9, donc le résultat. Choisir un nombre, moins 3. Moins 3 au carré, 9. Attention. Ajouter à 9, je lui ajoute le triple de qui? Du nombre de départ. 3 fois moins 3, d'où la parenthèse. Faire attention. Donc, ça va nous faire 9 moins 9, autrement dit
Voilà, de retour, un petit bug Internet. On a dit, on arrive à 9 moins 9 est égal à 0, et à 0, je vais lui soustraire 10, et ça fait du coup moins 10. Si le nombre choisi est moins 3, la réponse est moins 10. 3. Vous trouverez ci-dessous un script écrit avec Scratch. Compte drapeau vert et cliquer, demander choisir un nombre et attendre. Donc le programme il va nous dire choisissez un nombre. Il attend qu'on lui donne un nombre. Dès qu'on lui donne un nombre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la variable x à cette réponse. Donc x va prendre la réponse qu'on va donner. Ensuite, la variable y, ça va être le carré de x. Et en troisième variable z qui va prendre y plus, on ne voit pas ce que c'est. Et ensuite, une quatrième variable qui est résultat, qui va prendre la soustraction de deux choses. Et à la fin, il va juste donner le résultat. Il regroupe quoi? Il va dire, il va faire la bulle conversation, le nombre final et il donne le résultat pendant 2 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Complétez l'annexe page 8, les lignes 5 et 6. Dans l'annexe, on va remplir ces deux lignes-là. Alors, pour que ce script corresponde au programme de calcul, pour retrouver ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc, voilà pour cette question 3. Donc, du coup, j'ai juste à reprendre le programme. Choisir un nombre, x. Prendre le carré de ce nombre, x carré. On est juste là. Donc, le y, c'est x carré. Ajouter le triple du nombre de départ. Attention, ajouter le triple. Donc, j'ajoute quoi ici? 3 fois quoi? Le nombre de départ. Et le nombre de départ, c'est quoi? C'est x. Puisque on a dit que réponse, c'est x. Ensuite, et résultat, regardez ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Soustraire quoi? Soustraire le résultat de z. Je lui enlève 10. Est-ce que c'est clair? Je répète. Choisir un nombre. Donc, supposons ici que c'est le 4 de tout à l'heure. On va en faire 4. Donc, mettre x égale à 4. Mettre y est égal à quoi? À x carré. Autrement dit, notre 16. On est à cette étape-là. Mettre z à quoi? À y, donc à ce 16, plus quoi? Plus 3 fois le 4. 3 fois qui? Le 4. C'est x. 4. D'accord? Et pour finir, résultat, je dois soustraire à ce résultat que j'ai trouvé ici, je dois lui soustraire à z, donc 10. Voilà ce qu'il fallait remplir dans l'annexe ici. D'accord? Allez, ensuite. On veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Je veux un résultat qui est égal à 0. On appelle x le nombre de départ, exprimé en fonction de x le résultat final. Donc ici, on a juste à revenir à notre programme initial. Vous voyez le 4 et le moins 3 de tout à l'heure? Eh bien, ça sera notre x. D'accord? Donc ici, c'est x. Après, 4 carré pour 4, moins 3 carré pour moins 3. Donc ici, c'est x carré. D'accord? Ensuite, je vais mettre plutôt ici parce que sinon, on ne voit plus rien. Là, rappelez-vous, ici, on nous trouve 16. Il est là. Et là, on trouve 9. Et donc ici, c'est le x carré, le 16 et le 9. Je dois ajouter 3 fois 4, 3 fois moins 3. Donc ici, 3 fois x. Et pour finir, donc ça c'est le résultat, 28 ici et 0 ici pour le deuxième. On va à chaque fois regarder un 28 et 0 pour les deux programmes de tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, pardon. On doit soustraire 10, donc ça fait x carré plus 3x moins 10. Voilà ce qui donne le programme pour n'importe quel x. Donc, si j'ai un x, j'aurai ça à la fin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Exprimer, ben, ça sera ça, on a dit x carré plus 3x moins 10. Vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous cette forme. Eh ben, on a juste à développer. Hein. C'est la double distributivité. On va noter x moins 2. Et là, on va distribuer en premier le x. C'est égal. X fois x, x carré. X fois 2, 2x. Il y a un moins et un plus, donc moins. On a fini avec l'x. On attaque le 5. 5 fois x, 5x. Il y a 2 plus, donc plus. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et bien, devant le 5, il y a un plus. Devant le 2, il y a un moins 10. Là, j'ai mon x carré. Il est tout seul, il n'y a pas d'amis. Moins 2x plus 5x, ben, ça fait 3x moins 10. On a bien trouvé et confirmé que notre programme peut s'écrire comme ça. Et là, si on m'a demandé ça, c'est pas pour rien, c'est que je vais utiliser la nouvelle expression. Et cette nouvelle expression, rappelez-vous, elle représente quoi? On représente ça. Et ça représente quoi? On a dit le résultat. Le résultat du programme. D'accord? Eh bien, c'est fini. On cherche quel pluriel, nombre pluriel, doit-on choisir donc, au départ pour obtenir le nombre 0? Eh bien, je veux quoi, moi? Je veux, au départ, j'ai un x. Et à l'arrivée, ou le résultat, si vous voulez, eh bien, j'ai le x plus 5, x moins 2. Oui ou non? Tout à l'heure, on a fait pour 4, on a trouvé 18. Mais nous, on veut pour je ne sais pas quoi, mais on veut 0 ici. Donc, qui est égal à 0 ici? C'est le résultat. Mais le résultat, c'est qui? C'est la parenthèse. Donc, il suffit de résoudre cette équation. X plus 5 facteur de x moins 2 est égal à 0. Et ça, un produit qui est nul implique automatiquement un système, première parenthèse nul, ou deuxième parenthèse nul, tout simplement. Hein? Un facteur produit quelque chose fois quelque chose fois quelque chose égale à 0. C'est forcément 1 qui est égal à 0, voire le tout, mais 1. Il suffit d'avoir 1 qui est égal à 0, un des facteurs, lorsqu'on a des produits. Il suffit d'avoir 1 qui est égal à 0 pour avoir 0. Il peut ici avoir moins 100, il suffit d'avoir 0 ici pour que le résultat final, c'est 0. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, 1 des deux égale à 0. X plus 5 égale à 0 implique, en résolution d'une équation simple, implique x est égal à moins 5 ou x est égal à 2. Et vous pouvez faire l'essai. Si vous avez moins 5 ou moins 2, eh bien vous allez trouver résultat égal à 0. Voilà les deux résultats attendus. Exercice 5. La production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Entre 2007 et 2017, elle a baissé de 6,5. Donc, on a moins en 2017. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à 2007? Donc, on a 2007 et on veut chercher la baisse. D'accord? Eh bien, on sait que la baisse, elle est de 6,5%. Donc, on a 5,2 tonnes fois quoi? 6,5%. D'accord? On utilise la calculette. 5,2 multiplié par 6,5. Et on va trouver 0,338 tonnes
autrement dit 338 kilogrammes. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à 2007? Elle est juste là, hein, 2 tonnes, donc on peut laisser le résultat en tonnes. 0, 338 tonnes. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur. Une de ces familles a choisi ce modèle ci-dessous. On l'a juste là, composé d'un pavé droit, hein, qui est juste celui qu'en bas ici, le pavé droit, et d'un prisme droit. La figure du composteur n'est pas à l'échelle, attention. Le descriptif indique qu'il a une contenance d'environ. Donc on a la contenance approximative. On souhaite vérifier cette information. Donc ici, tout le calcul qu'on va faire ici, eh ben, c'est pour vérifier, vous voyez ici la question à la fin, pour vérifier la contenance. Ben, on va, pareil, nous amener petit à petit jusqu'à arriver au résultat. Alors, question. Dans le trapèze ABCD, calculez CH. Calculons CH. CH qui est juste là. On voit bien que CH ici appartient à un triangle rectangle et qui dit triangle rectangle dit en général Pythagore. Bien sûr, il y a la possibilité d'utiliser aussi la trigonométrie, hein, mais on peut aller au plus simple ici, hein, on n'a pas d'angle de toute façon. D'ailleurs, ça vient de me revenir lorsqu'on parle de Thalès aussi, on peut parler de trigonométrie. Dans cette question ici, on aurait pu utiliser aussi la trigonométrie, d'accord? Ici, dans le triangle ABC ici, vous voyez ce triangle-là, on connaît le côté adjacent à l'angle A et on cherche l'opposé. Qui dit opposé adjacent, tangente. Tangente de l'angle en A, c'est égal à opposé BC divisé par AC. Dans le triangle maintenant, rectangle ADE, hein, et bien pareil, tangente de l'angle ici, de l'angle en A, donc c'est le même angle, hein, et bien cette tangente, elle est égale à quoi? Opposé, donc ED, divisé par AD. Vous voyez, on retrouve la même forme. À chaque fois qu'il y a Thalès, il y a la trigonométrie aussi. Ferme la parenthèse, on revient à notre exercice. OK, donc on cherche la longueur CH. On est dans le triangle CHD, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, formule DC carré est égal à CH carré plus HD carré. Donc CH carré est égal à DC carré, le plus grand moins le plus petit, HD carré. Or, DC carré est égal à 53 et HD, c'est quoi HD? On l'a pas. Alors, on l'a HD puisque on nous donne. Alors, on nous donne petit côté. Qu'est-ce qu'on nous donne ici HD? Hauteur. Alors. CH. Pardon. Donc, je suis allé très très loin. Mais en réalité, on l'a ici. On sait que ce côté, c'est AD. D'accord? Qui vaut 39. Voilà. Et CH, vous voyez, parfois, on essaie de compliquer, mais on va très très loin. Et bien, en réalité, CH, c'est égal à quoi? C'est égal à 67 moins. En croyant que j'avais la hauteur. C'est pour ça que je suis parti directement. Donc, CB,
CB qui est 67 moins HB qui est 39. Voilà ce que ça vaut. CH est égal à, on a dit, CB moins AD ou HB, si vous voulez, est égal à, puisque là c'est un rectangle, d'accord? Donc c'est égal à 67 moins 39 et c'est égal à, ici on a 8 et 3. 1, 2, 28. 28 unités de mesure, centimètres. 28 centimètres, voilà la réponse. OK? Très bien. Ensuite, montrer que la longueur DH, croyant vous l'avez, on cherche DH 45. Là, on peut utiliser Pythagore. Là, oui. Hein? Donc, c'est DH qu'on cherche ici. Donc, ça sera DH ici et CH ici. Donc, ici, 28, on vient tout juste de trouver CH. Donc, je répète, hein, dans le triangle CH des rectangles en H, d'après le théorème de Pythagore, CD carré, ça ne change pas, ça sera toujours la même chose. On cherche DH, donc ici, c'est DH qu'on cherche. DH carré égale DC carré moins HC carré, 53 carré moins 28 au carré, calculette. Alors, ici, on va chercher la racine, bien sûr, après, hein, de 53 carré moins 28 carré. On va trouver 2025. 2025. DH est égal à racine de 2025. DH est égal à 45 cm. Vérifiez que l'aire du trapèze est 2. On nous donne l'aire. Bien sûr, ici, vous avez la possibilité de calculer l'aire du rectangle plus l'aire du triangle, si vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on trouve la formule. Sinon, si vous maîtrisez, vous connaissez la formule. D'ailleurs, on vous la donne, c'est cadeau. Hein. Donc, ici, elle est juste là, l'aire du trapèze. Vous voyez l'importance de lire les encadrés. On a l'aire du trapèze, petit côté plus grand côté fois hauteur. Ici, bien sûr, on nous indique la hauteur. Petit côté, grand côté, ou plutôt petite base, grande base, ça sera toujours les deux parallèles. Hein, d'accord? Sinon, ce n'est pas possible. Hein, c'est forcément les deux parallèles. Donc, ici, c'est 39 plus 67, multiplié par la hauteur qu'on vient tout juste de trouver, 45, divisé par 2. En vérifiant, on va trouver bien 2385 cm². Bien sûr, là aussi, si on n'a pas trouvé la question B, d'accord, malheureusement, on n'en trouve pas, et ben on ne s'arrête pas là. Hein, on peut utiliser DH ici en s'appuyant sur la question petit b. D'après la question petit b, on sait que DH est égal à 45, et ben on va l'utiliser ici pour la hauteur. D'accord? Calculer le volume, ça y est, c'est la question maintenant. Du coup, pour calculer le volume, regardez ce qu'il nous donne ici, volume du prisme, volume du pavé. Donc, on va additionner le volume du prisme droit qui est là et le volume du pavé qui est là. D'accord? Donc, ici, pour le pavé, c'est 70 fois 67, c'est l'aire de la base, fois la hauteur donc, qui est juste là. Donc, autrement dit, 1,1 mètre. 1,1 mètre, d'accord, ou non, c'est pas ça, pardon, je suis trompé, il y a un 0 en plus. Hop, un 0 en plus ici. Voilà, 110 cm. Bref, on va l'utiliser après. 1,1 mètre moins AB. Et AB, on a dit que c'était 45. 110
moins 45, ça fait 65. D'accord? Donc ici, fois 65. On va l'avoir en centimètres carrés, bien sûr. D'accord? Très bien. Donc, calcul. Alors, donc 67 fois 70. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Oui, après, on va mettre en mètres cubes. Donc, ça, c'est 304 850 centimètres cubes, bien sûr. OK? Alors, ici, si on a un problème avec la conversion, si on a un problème avec la conversion, le mieux, c'était d'utiliser les longueurs en mètres ici. Donc ici, ça sera 0,7 fois 0,67 fois 0,65. D'accord? Et on va trouver, bien sûr, ici, entre centimètres cubes et mètres cubes, il y a les 6 cases, les 3 de centimètres et les 3 de décimètres. Autrement dit, ici, c'est 0 mètre cube. Et si vous utilisez le calcul, on va retrouver la même chose. 0,7 fois 0,67 fois 0,65, et bien voilà le résultat en mètres cubes. D'accord? Hein, je rappelle, mètre, décimètre, centimètre. Le carré, on a 2 cases, et le cube, on a 3 cases. Donc on doit avoir 3 cases ici, 3 ici aussi, et 3 aussi ici. Alors, hop. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3 ici. D'accord? C'est très important de le rappeler. Donc, il y en a 6. OK. Et on ajoute le volume pour notre trapèze. Pardon. Pour notre, pour notre pavé droit. Pavé droit. Non, le pavé droit, prisme droit. De le faire. Donc, c'est l'air de notre trapèze, qui est juste là, fois 70 ou 0,7. Donc ici, il est là. 2000, voilà en centimètres carrés. Donc ici, centimètres carrés, c'est 2 cases par 2 cases. Voilà les 2 cases pour centimètre carré et les 2 cases pour décimètre carré. Donc ici, c'est 0,2385 mètres carrés. Fois quoi? Fois 0,7 mètres. D'accord? Si je multiplie, on va trouver 0,7 fois 0,2385. On va trouver 0,16 695, d'accord, mètres cubes, bien sûr. Si j'ajoute à cela le résultat de tout à l'heure, hop, 304,85, et bien, on va trouver exactement 0,4718 mètres cubes. Voilà la contenance, voilà le volume. L'affirmation, il a une contenance d'environ 0,5, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Hein, effectivement, il a une contenance de 0,5 environ. Voilà les amis pour ce brevet. Hein, j'espère que ça a été réussi par la majorité. Hein. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour la vidéo. Je vous remercie. Ciao, ciao.